Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette nouvelle webconférence sur la COP26. Donc, on souhaitait, c'est vrai que la COP26 a fait beaucoup parler d'elle tout au long du mois de novembre. Et c'est vrai qu'en même temps, nous avons une flambée des prix du gaz, flambée des prix du pétrole. Et nous souhaitions un peu revenir dessus avec vous pour voir un peu les impacts sur le secteur pétrole et gaz et sur des valeurs que l'on peut avoir dans nos portefeuilles. Alors, je suis donc Cédric Louboutin, je suis responsable de l'offre financière et aujourd'hui, avec mon collègue Lionel Duverger, donc qui fera un petit point technique, nous avons le plaisir d'accueillir Yacine Moallec et Frédéric Bonne, qui sont responsables de clientèle privée et qui vont donc vous présenter les conséquences de flambée des prix sur les secteurs du pétrole et du gaz. Alors, les petits rappels d'usage pour une bonne webconférence. Donc, vos micros ont été coupés. Il est recommandé de couper vos caméras pour une question de bande passante. Et j'espère que vous avez une bonne visibilité sur les slides. Alors, si vous souhaitez poser des questions, en bas à droite, vous avez un chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, soit on y répond au fil de l'eau, soit j'essaie de les concentrer pour y répondre à la fin. En termes d'agenda, alors bon, la fin de l'année se profile. On aura la semaine prochaine avec Lionel, jeudi prochain, donc nous animerons une webconférence pour un peu clôturer cette année boursière. On fera un dernier point marché et on vous présentera nos perspectives pour bien commencer l'année 2022. Et lundi 13 décembre, nous aurons le plaisir d'accueillir le management de la société Wavestone, qui est un acteur majeur du conseil en France, et le management présentera la société. Alors, il y a une coquille, parce que Wave s'écrit avec un seul W. Je m'en excuse par avance. Alors, voici le déroulé de la présentation, donc un point analyse technique sur le pétrole et le gaz, et ensuite Frédéric et Yacine rentreront dans le vif du sujet, et donc l'impact sur la COP26. Alors, juste avant de laisser la parole à Lionel, juste pour vous rappeler le cadre général d'un point de vue stratégie, notamment nos perspectives en termes de pétrole, avec la gestion stricte de l'offre qui est faite par l'OPEP+, on a aussi une baisse des stocks et une crainte que les prix élevés du gaz naturel n'entraînent une demande supplémentaire. Nous pensons que les prix du pétrole devraient rester dans une fourchette de 70 à 80 dollars dans les mois à venir. Et juste pour rappel, s'il y a quand même un lien, même s'il est un peu loin, en termes de cours pivot euro-dollar, on a un objectif à 12 mois qui est à 1,18 euro-dollar. Voilà, donc je vais laisser tout de suite la parole à Lionel et lui donner le micro. Voilà, Oui, Lionel, bonjour. c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Merci. Je vais vous reparler de l'évolution du prix du Brent et du gaz. Je vais essayer d'être assez rapide car Yacine et Frédéric ont beaucoup de sujets à aborder derrière. Alors c'est vrai qu'il y a une hausse des prix du pétrole et du gaz ces derniers mois, mais à mon sens, elles ne sont pas de la même nature. Je m'explique. Là, sur ce chart, vous voyez l'évolution du prix du baril de Brent depuis le premier confinement, la première vague de Covid de mars 2020 à aujourd'hui. Une fois passé l'effondrement, on va dire, très conjoncturel du premier confinement, les prix du pétrole, sont repartis à la hausse. Mais j'ai envie de dire une hausse assez classique historiquement. J'aurais peut-être dû d'ailleurs vous mettre un chart long terme pour vous montrer que des hausses comme celle-là, de cette vitesse-là, de cette amplitude-là, on en a connu en 2017, en 2010, en 2007. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est totalement anormal. De même que les prix, les niveaux qu'on a atteints historiquement sont pas inconnus. Le plus haut récent, là, d'il y a quelques semaines, vers 86,50 $ le baril de Brent, ça correspond très précisément, quasiment au centime près, au même plus haut qu'on a fait en octobre 2018. Donc on en a peut-être une résistance long terme qui se dessine, et donc on pourrait très bien se maintenir en dessous de ce niveau.
À plus court terme, on vient chercher, enfin à moyen terme, on va dire, on vient chercher de la moyenne mobile de 100 jours. On est un tout petit peu en dessous aujourd'hui, à l'épaisseur du trait près. Donc on va voir si elle est support ou pas, comme elle l'a été dans la correction précédente de septembre. Auquel cas, on pourrait se maintenir pas très loin cette résistance vers 86 $. Si on enfonce de la moyenne mobile de 100 jours, assez logiquement, on devrait aller corriger un petit peu, retracer une partie de la hausse de ces derniers mois et aller se rapprocher des supports suivants autour des 60-65 $ le baril. Donc, on va dire se maintenir dans cette zone. C'est finalement, comme disait Cédric, une zone qui peut correspondre, satisfaire tout le monde, j'ai envie de dire, hein, à la fois les pays producteurs qui vendraient à un prix relativement élevé, à la fois les consommateurs qui auraient un pétrole certes relativement cher, mais pas excessivement cher sur une perspective historique long terme, hein, puisque c'est des niveaux, comme je vous disais, qu'on a connus précédemment et on pouvait s'en contenter. Par contre, sur le slide suivant, la hausse du prix du gaz, elle, est totalement extraordinaire au sens propre du terme, puisque on atteint des niveaux que historiquement on n'a jamais connus. Là, je vous ai mis le prix du gaz de référence en Hollande, qui sert de référence pour l'Europe. Donc on a bien connu depuis des années un prix qui oscillait, certes avec un peu de volatilité, mais en dessous des 30 € du kilowattheure, qui ont été dépassés allègrement en 2021. Et il y a même eu un phénomène un peu exponentiel de hausse ultra rapide à partir de ce moment-là. Tant et si bien que par rapport à la fin de l'année précédente, on se situait vers 20 €, on est monté à plus de 100, donc une multiplication par 5 du prix, donc quelque chose de tout à fait phénoménal. Et là, on a une ligne de tendance haussière en bleu qui guide la hausse ces derniers mois. Donc, le support se situe vers 60, donc là on se situe vers 94. On peut craindre que tant qu'on n'a pas cassé cette ligne de tendance haussière, on soit sur un prix qui reste haussier et qui devient vraiment la problématique pour le consommateur final. Donc voilà ce qu'on peut dire. On peut espérer que si on enfonçait le niveau de 60 pour avoir là un phénomène de correction et pourquoi pas se rapprocher un peu plus tard alors notre moyenne long terme vers 30 € du kilowattheure qui serait un niveau un peu plus respirable, mais pour le moment le prix du gaz reste très très tendu. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus et je cède la parole pour la suite de la présentation. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc nous sommes ravis de vous retrouver avec Frédéric pour débriefer donc sur l'actualité de l'énergie, la COP26 et l'avenir des hydrocarbures, qui se profile eu égard aux conclusions qui sont tirées de la COP26. Avant toute chose, je souhaiterais donc revenir sur ce qu'est la COP26. C'est la 26e conférence sur le changement climatique des Nations Unies. COP, ça signifie conférence des parties. C'est un sommet annuel qui réunit 197 nations pour discuter donc du changement climatique et de la manière dont les pays, et nous tous, prévoyons de le combattre. L'enjeu principal, c'est quoi? C'est juguler le réchauffement climatique. Juguler le réchauffement climatique, ramener à l'ère pré-industrielle. Il se trouve que depuis cette base de référence, le constat est le suivant. Le réchauffement climatique est de l'ordre de 1,4 degrés Celsius arrêté à aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'en 2100, il soit maîtrisé à hauteur de 2%, voire idéalement 1,5 degrés, 2 degrés, voire 1,5 degrés. Pour mémoire, il y a 20 ans, le monde se dirigeait vers une probabilité de 50% d'une augmentation de 6 degrés Celsius, donc de la température moyenne mondiale, par rapport à l'époque pré-industrielle. L'accord de Paris a réduit cette probabilité à 3 degrés Celsius. Glasgow nous ramène à 2,4 degrés Celsius. Et dans un monde idéal, avec donc un scénario qui serait mis en place de manière optimale, on arriverait à une augmentation de 1,8 degrés Celsius. Pour évoquer les sujets annoncés en préambule, nous allons aborder la thématique en 3 temps. Nous commencerons donc par vous faire un bilan sur la situation énergétique dans le monde. Ensuite, nous tâcherons d'exposer succinctement les objectifs et les engagements pris à l'occasion de la COP26.
Et enfin, nous aborderons l'avenir des énergies fossiles en tâchant de mettre en perspective des valeurs qui ont retenu notre attention dans le cadre du comité d'investissement que nous animons donc en tant que responsables du secteur énergie, entre autres. Alors, nous allons commencer peut-être par une petite photo du mix énergétique dans le monde, donc en 1990 et de nos jours. Le premier constat, c'est qu'en l'espace de 30 ans, vous pouvez remarquer que la consommation, donc, qui est exprimée en millions de tonnes équivalent pétrole, a augmenté très sensiblement, à plus de 70%. Globalement, sur les mêmes métriques, les énergies fossiles, en fait, ont peu varié, donc que sont le charbon, le pétrole et le gaz. On peut juste observer que finalement, il y a eu un petit peu plus de charbon et un peu moins de pétrole. On était sur 81% en fait en 90 et on est sur 80% en 2020. Le coche a été clairement manqué pour le charbon pour des pays comme l'Allemagne ou le Japon qui ont souhaité se dégager en fait, notamment du nucléaire et qui ont vu leur consommation augmenter notablement. On ne parle pas bien évidemment de la Chine, qui, vous savez, est un très gros consommateur aussi de charbon et qui n'hésite pas à gérer son pic de consommation en rallumant ses centrales à charbon. On peut noter également l'apparition très timide quand même des énergies renouvelables, qui passent de 0 à 2%, donc qui reste pour le moment encore très très marginal. Le nucléaire, Yacine ? Notez que le nucléaire paraît stable, mais l'histoire montre que ce n'a pas été un long fleuve tranquille. L'activité nucléaire en termes de production d'énergie a diminué, notamment suite à Fukushima en 2011, et a repris de la hauteur, notamment grâce donc à l'expansion du nucléaire chinois. À ce stade, la France reste donc le deuxième producteur mondial d'énergie nucléaire derrière les États-Unis, avec 56 réacteurs en service, un projet en cours et malheureusement 14 projets abandonnés. La Chine est le troisième producteur mondial avec 51 réacteurs en service, 14 en construction et pas moins de 38 projets en cours de développement. Donc des arbitrages ont été faits sur ces 30 dernières années, sans grandes modifications notables. Donc on constate des changements stratégiques pour certains pays, tels que l'Allemagne, le Japon. De l'expansion économique qui implique donc une augmentation de émissions de gaz à effet de serre ou de l'expansion de telle ou telle énergie. Alors, on va s'intéresser maintenant à la répartition des émissions par secteur d'activité dans le monde. Donc à gauche du graphique que vous avez sous les yeux, vous allez voir donc les émissions directes des gaz à effet de serre, donc on appelle le scope 1. Donc là, clairement, les principales en fait, les émissions sont liées en fait aux UTCF. C'est l'utilisation des terres, leur changement et la forêt, la gestion de la forêt. Donc clairement, qui dit UTCF dit agriculture. L'agriculture en fait emploie en fait et dégage beaucoup de méthane. Le méthane en fait, il est moins connu que le CO2, mais il n'en reste pas moins aussi très très important en termes de gaz à effet de serre, puisqu'il est 25 fois plus puissant en termes de potentiel de réchauffement global. Cependant, il persiste dans l'atmosphère qu'une douzaine d'années, contre un siècle environ, pour le CO2. Sans surprise, le deuxième gros poste est l'industrie, suivi du transport. On notera quand même, ça c'est un petit peu anecdotique, mais que le transport aérien, le poids du trafic aérien aujourd'hui, ça représente en émissions directes, donc sur le scope 1, 1,5% des émissions totales dans le monde, c'est-à-dire pas grand-chose. En revanche, si on le ramène au kilomètre parcouru par voyageur, là, ça reste quand même un moyen de locomotion qui reste très polluant. Sur le graphique de droite, vous avez le scope 2 et 3, donc qui sont les émissions indirectes liées à l'énergie. Donc c'est principalement les émissions liées à la production d'énergie, mais qui n'émettent pas directement sur le lieu de travail, mais par exemple au moment de sa production, comme les usines, par exemple, à gaz. Là, on va retrouver essentiellement l'industrie et le bâtiment, donc à travers tout ce qu'on peut avoir en termes de construction, de chauffage, d'alimentation électrique et de climatisation, par exemple. Alors, sur la slide suivante, nous abordons les mauvais élèves. La liste des mauvais élèves, les pays les plus pollueurs. On a retenu l'année 2019 parce qu'il n'est pas évident d'avoir des chiffres fiables et complets sur les échéances plus récentes. Donc les trois pays les plus émetteurs de dioxyde de carbone sont, sans surprise, les trois pays parmi lesquels les plus industrialisés au monde, la Chine, les États-Unis, l'Inde. Pour mémoire, et c'est important pour relativiser les éléments qu'on vous donnera par la suite, l'émission mondiale de CO2 en 2019 a atteint 34,1 milliards de tonnes de CO2. Une année retenue comme ayant une dynamique très positive, donc un vrai ralentissement de la dynamique, c'est-à-dire l'année 2020, compte tenu des impacts du Covid, a vu passer ce chiffre à 34,8 milliards. Donc c'est dire que même une année où ça ralentit, on voit quand même qu'il y a toujours cette dynamique d'augmentation des émissions de tonnes de CO2.
Alors, pour revenir à nos pays mauvais élèves, ce sont donc les pays les plus peuplés, les plus industrialisés, qui apparaissent en haut du classement. La Chine, avec pas moins de 9,8 milliards de tonnes de CO2 émises, donc en grande partie due à l'exportation des biens de consommation et sa forte dépendance au charbon. Donc, ça représente presque un tiers des émissions globales. Derrière, on trouve les États-Unis, avec 4,9 milliards de tonnes de CO2. Et enfin, l'Inde, avec 2,4 milliards de tonnes de CO2. On observe que l'Allemagne est, avec beaucoup d'avance, le pays européen qui émet le plus de CO2 à cause de sa forte dépendance au charbon, bien évidemment. À eux seuls, ils représentent un quart des émissions donc, de l'Union européenne. La France échappe au classement grâce à l'importance dans son mix énergétique du nucléaire. Frédéric, si on ramenait ce classement par habitant, est-ce qu'on arriverait au même résultat? Eh bien, vous voyez sur la slide suivante que, étonnamment, pas du tout, puisqu'on retrouve là, en fait, du classement, les pays de la péninsule arabique, qui sont suivis du Canada et des États-Unis, principalement, donc, finalement, les plus gros producteurs d'énergie fossile, que sont notamment le Qatar, le Koweït et l'Arabie Saoudite. Et pour le Canada et les États-Unis, c'est également vrai, et on pourra rajouter là, en plus, l'extraction des matières premières, qui est une grosse source de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre. Si on essaie de tenter de faire une petite projection linéaire, donc sur la slide suivante, du mix énergétique, donc sur l'objectif de 2035, qui, je vous rappelle, donc, est la maîtrise de la hausse des températures et en accord avec la COP21, l'objectif étant de le juguler à moins de 2 degrés. Déjà, il faut signaler que ça, c'est qu'une étape intermédiaire sur un cahier des charges qui s'établit en fait à horizon de 2100. Le premier constat, c'est que cela implique que nous sommes capables déjà de maîtriser la croissance de notre consommation en énergie. Vous vous rappelez, sur la slide de 1990 à 2020, on avait augmenté notre consommation de 72% en 30 ans. Donc là, vous voyez, la consommation est beaucoup plus modeste, puisque selon les prévisions de l'AIE, on serait juste sur 15% sur les 15 prochaines années. Notons aussi que le gros de l'effort n'est pas forcément attendu sur le gaz et le pétrole, mais bien sur le charbon, au profit du développement donc, des énergies renouvelables et aussi du nucléaire, puisqu'on passera de 6% à 10%. Alors, sur la slide suivante, nous allons aborder donc les promesses et les objectifs. Objectifs qui sont parfois pas assez ambitieux, promesses qui sont parfois partiellement ou pas tenues, d'où les petites caricatures que vous pouvez voir sur le slide. Alors, les avancées qui ont été réalisées à l'occasion de cette COP26. Donc, les pays, dorénavant, réviseront leurs ambitions vis-à-vis des objectifs fixés, pour le coup, à horizon 2030, dès l'année prochaine, à l'occasion de la COP27, donc en Égypte. Il se trouve que par le passé, cet exercice se faisait tous les 5 ans. Dorénavant, il est prévu qu'il soit réalisé d'une année sur l'autre. Parions, espérons que la pression du public, des entreprises et des investisseurs sera suffisamment importante pour accompagner, aider les États à tenir leurs promesses et aller oser fixer des objectifs avec une belle ambition. L'inclusion de l'accélération de la réduction progressive du charbon et de la suppression des subventions inefficaces aux combustibles fossiles donc est significative, puisque cette mention est apparue pour la première fois dans la COP26 de Glasgow. Elle n'avait jamais été mentionnée auparavant et ça envoie un signal supplémentaire donc que le charbon semble avoir un avenir limité. Des progrès ont également été réalisés en matière de transparence. Les pays publieront désormais leurs émissions sur une base de référence commune pour rendre les engagements comparables. Le débat autour de l'article 6 de l'accord de Paris a été clos à l'occasion des négociations en cours depuis 6 ans, qui traitent notamment du fonctionnement des marchés du carbone, c'est-à-dire la possibilité d'échanger des unités de réduction de CO2. On notera que la tonne de carbone s'en porte très bien avec une progression de 137% en 2021, ce qui bien évidemment est absolument nécessaire pour soutenir tous les efforts faits autour des énergies faiblement émettrices de CO2. Alors, en dehors des négociations officielles et donc en marge, on a eu des engagements aussi de la part des gouvernements. Alors le premier dont on peut parler, c'est le nom BOGA. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? En fait, c'est Beyond Oil and Gas, donc c'est au-delà du pétrole et du gaz en français. Il s'agit d'une coalition internationale dont la vocation est d'accélérer l'abandon progressif de la production des combustibles fossiles en fixant une date d'échéance qui, pour le moment, malheureusement, n'a toujours pas été déterminée. Elle est en fait à l'initiative du Costa Rica et du Danemark, donc 2 petits pays. Le groupe doit déterminer les pratiques permettant d'aider les gouvernements à respecter leurs engagements en faveur d'une élimination progressive de la production de pétrole et de gaz. Donc là, je cite leur engagement.
En fait, il s'agit quand même d'une petite coalition, hein, puisque ça regroupe qu'une douzaine de pays ou régions à ce stade. Donc, on notera donc le Costa Rica et le Danemark, on l'a dit. La France aussi est présente dedans avec l'Italie, en Europe notamment, et la Californie pour les États-Unis. En revanche, et malheureusement, c'est ce que l'on pourra déplorer, les plus gros producteurs en fait d'hydrocarbures n'y sont pas. Une coalition de pays s'est engagée également à mettre un terme d'ici fin 2022 au financement à l'étranger des projets d'énergie fossile sans technique de carbone capture. On reviendra sur cette notion ultérieurement. Cet accord donc engage une vingtaine de pays, dont les États-Unis et l'Allemagne, ce qui n'est pas rien. Les nations du G20 s'étaient déjà accordées pour cesser de soutenir les projets de centrales à charbon à l'étranger, mais ce nouveau plan inclut pour la première fois le gaz et le pétrole et contient la promesse de réorienter l'argent de ces investissements vers des énergies renouvelables. Si cet engagement était tenu, plus de 15 milliards de dollars devraient bénéficier aux énergies propres, estiment certains experts. Alors, on a eu aussi, comme mesure et très médiatisée, l'arrêt de la déforestation d'ici 2030. Donc ça, c'était une des mesures, en fait, phares qui était prise assez rapidement, puisque dès le 2 novembre, au tout début, en fait, de la COP26, par près quand même de 180 pays, donc une grande majorité, qui se sont donc engagés à enrayer la déforestation d'ici 2030. Donc concrètement, l'accord il prévoit de mobiliser un peu plus de 16 milliards d'euros donc pour la protection et la restauration des forêts. Ce qui est intéressant quand même, c'est que dans le détail, on va trouver 12 pays, mais dedans, on aura le Brésil, qui a quand même 63%, je vous rappelle, de l'Amazonie sur son territoire. On va aussi avoir le Congo, en fait, qui a la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Par rapport donc dans le détail à ces fonds, il y aura 10,3 milliards de fonds publics qui seront alloués entre 2021 et 2025. Et à cette somme-là devra s'ajouter un peu plus de 6 milliards d'investissements privés. Pourquoi on parle beaucoup de déforestation et pourquoi c'est médiatisé? Simplement parce que c'est une grosse capture en fait de CO2 naturel au même titre que les océans. Juste pour rappel, en fait, un arbre en moyenne, ça capture 40 kg en fait de CO2 par an. L'engagement, en fait, en réalité, il n'est pas vraiment nouveau, puisqu'il fait écho en fait à la déclaration de New York sur les forêts qui date déjà de 2014. À l'époque, déjà, de nombreux pays s'étaient engagés à diviser par deux la déforestation déjà en 2020 et même d'y mettre fin en 2030. Donc, c'est juste une réitération simplement de cet engagement. Le 2 novembre, toujours, une centaine de nations qui émettent plus de 40% des émissions mondiales de méthane ont promis de réduire leurs émissions de ce gaz à effet de serre d'au moins 30% d'ici à 2030, par rapport au niveau connu aujourd'hui. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, le méthane est un gaz à effet de serre puissant qui est essentiellement émis par l'agriculture, l'élevage, les combustibles fossiles et la gestion des déchets. Il s'agit donc du deuxième gaz à effet de serre lié à l'activité humaine après le dioxyde de carbone, mais c'est surtout un gaz à effet de serre qui a un impact sur le réchauffement climatique qui est 25 fois plus important que le CO2 sur 100 ans et qui est 82 fois plus important que le CO2 sur 20 ans. Autrement dit, il se dissipe plus rapidement, mais tant qu'il y est présent, il est bien plus impactant. L'Union européenne et les États-Unis sont de la partie. Cette fois, la Chine, la Russie et l'Inde manquent toujours à l'appel, ce qui limite un peu la portée de cette annonce. Alors, on va concrètement vous parler maintenant en fait des 3 valeurs que nous avons intégrées nous au niveau du comité d'investissement, donc que vous devez connaître en tant que responsable du secteur énergie, qui sont donc Equinor, Total Energy et Aker Carbon. Donc pour ma part, je vais vous parler de Equinor et Total Energy et Yacine vous parlera d'Aker Carbon. Donc Equinor, si on commence par elle, on va changer de slide du coup, merci. Donc Equinor, c'est une société norvégienne pétrolière gazière, donc le capital est détenu à 66% par l'État norvégien aujourd'hui. Globalement, c'est 2 millions de barils de production par jour, à peu près répartis moitié-moitié entre le gaz et le pétrole. Equinor nous semblait intéressant, nous, à intégrer pour plusieurs raisons. La première, c'était le momentum, tout simplement, Lionel en a parlé tout à l'heure, la forte augmentation du prix du baril sur l'année 2021, avec le rebond des économies, et puis aussi du gaz. Donc le gaz, vous avez vu, la remontée était même plus spectaculaire que le baril de pétrole, puisque au plus haut historique. Le prix du gaz, en fait, il y a plusieurs raisons à ça, et notamment beaucoup de géopolitique.
Et c'est compliqué effectivement de parler du prix du gaz sans évoquer le Nord Stream 2, donc que vous connaissez, hein, qui est un pipeline qui doit relier en fait la Russie à l'Allemagne directement en passant par la mer Baltique et donc sans passer en fait par l'Ukraine. Alors c'est intéressant notamment pour la Russie, vous l'aurez compris, puisque la Russie aujourd'hui va verser plus de 2 milliards en fait de royalties à l'Ukraine pour pouvoir utiliser son territoire et donc délivrer ses exportations de gaz à destination de l'Europe. Le but étant effectivement de court-circuiter ce pays-là en passant par Nord Stream 2. L'Allemagne y était plutôt favorable jusqu'à la nouvelle coalition qui est en place là aujourd'hui, qui se met en place en Allemagne, hein, qui regroupe les Verts, les libéraux et le SPD. On avait un blocage assez important, notamment de la part des Verts, qui pour le moment a remis l'adoption de Nord Stream 2 donc au deuxième semestre, ou plutôt en 2022, ce qui entraîne bien évidemment des réticences de la part de Moscou à livrer le gaz, donc via Gazprom notamment, et qui il va finalement un peu au compte-gouttes en réduisant ses exportations. Alors ça c'est une bonne nouvelle quand même pour Equinor parce que c'est le deuxième exportateur, la Norvège en fait, de gaz à destination de l'Europe, la Russie donc étant le premier. Donc pour le moment, tout blocage en fait sur Nord Stream 2 est plutôt vu favorablement en fait par la Norvège et donc par Equinor. Le deuxième point en fait, et qui va nous toucher peut-être un peu plus là par rapport à la conférence d'aujourd'hui, c'est sur sa transition énergétique. Equinor aujourd'hui se recentrait beaucoup sur l'offshore, donc sur des plateformes en fait qu'elle a essentiellement en mer du Nord, qu'elle électrise en fait à travers de l'énergie en fait éolienne, qu'elle a développé en fait beaucoup, donc et qui a mis directement du continent sur les plateformes et qui permet en fait d'afficher des taux d'émission de dégagement de CO2 qui sont très très inférieurs en fait à la moyenne du secteur, puisqu'aujourd'hui c'est à peu près 17 kg de CO2 émis en fait par baril donc de pétrole ou de gaz pour le secteur. Alors que Equinor aujourd'hui arrive en moyenne à 9 kg, donc quasiment la moitié, mais en plus de ça, sur un gisement en fait phare qui s'appelle Johan Sverdrup, dont Equinor conjointement l'exploite avec donc, plusieurs acteurs et plusieurs sociétés énergétiques, dont Total notamment, elle permet notamment d'afficher un taux de 0,67 kg de CO2 par baril de pétrole. Donc ça nous semble être quelque chose de très très important. Sachant que toutes les sociétés énergétiques, vous savez, se sont donc fixées des objectifs de neutralité carbone à horizon 2050. Donc Equinor nous semble bien positionné, ou en tout cas mieux positionné pour y parvenir. Le deuxième exemple donc, que vous connaissez tous, c'est Total. Donc Total, c'est notre champion énergétique. C'est vrai que si tu veux bien passer juste sur la slide suivante, merci. Donc, qui est le champion énergétique qui a changé de nom récemment pour justement mettre en exergue un petit peu sa transition énergétique, qui est passé de Total SA à Total Énergie. Donc, Total, en fait, développe énormément de projets dans l'énergie renouvelable, alors à travers soit des augmentations de capacités déjà existantes ou de création de capacités, soit simplement, en fait, par la croissance externe. Ils sont très, très, très actifs dans ce segment-là. Ils rachètent énormément de sociétés. Ou rachetait énormément de sociétés, puisque vous avez pu l'entendre, Patrick Pouyanné l'a évoqué il y a quelques semaines de cela, il considère qu'il y a une bulle sur les actifs verts aujourd'hui et que pour le moment, il met un petit peu les rachats en pause, mais ce n'est qu'une pause, on peut le varier et Total reprendra son programme vraisemblablement sur des points d'entrée un peu plus intéressants. Les ambitions aujourd'hui de Total, c'est d'atteindre en fait 100 gigawatts de capacité d'ici 2030. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est toujours assez compliqué, en fait, quand on voit les chiffres bruts, de savoir à quoi ça correspond, 1 million de barils jour équivaut, en fait, en termes de puissance à 140 gigawatts. Voilà. Donc, aujourd'hui, Total, c'est 3 millions de barils jour. Donc, ça lui permettrait de réduire, en fait, en tout cas, d'obtenir l'équivalent de un petit tiers, en fait, de sa production en énergie renouvelable d'ici 2030. Donc, comme on disait, elle le met en œuvre de la part de beaucoup de systèmes, donc que ce soit l'éolien, le solaire, le photovoltaïque. Donc, elle intervient sur aussi les bioénergies, beaucoup. Là, je vous ai mis le dernier projet en date, qui date de pas plus tard que cette semaine. Il y a quelques jours, ils ont mis en service la plus grande centrale solaire photovoltaïque en France, qui a donc une capacité de 55 MW. Et qui donc va éviter, bien évidemment, le rejet dans l'atmosphère de plusieurs centaines de milliers de tonnes de CO2, ce qui est le but, bien évidemment,
de tout cela. Alors Total, il faut aussi noter quand même qu'elle avait notre préférence, et là on sort un peu du cadre de l'énergie renouvelable, mais simplement parce que c'est une des rares sociétés pétrolières pendant la crise de la pandémie à avoir maintenu son dividende, hein, qui était quand même au-dessus de 6%, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, avec un cours qui est autour de 41 €. Et en plus, maintenant, elle fait du rachat d'actions systématisé, hein, ce qu'elle a annoncé sur le résultat du T2, où elle va allouer une partie en fait, de son cash flow généré au-dessus de 60 $ le baril de pétrole au rachat d'actions. Donc, il va y avoir effectivement un retour à l'actionnaire, un des plus importants parmi le secteur sur Total. Voilà, je passe la main à Yacine pour Aker Carbone. Alors, Aker Carbone est une société qui, très certainement, est nettement moins connue que Equinor et Total. Il s'agit d'un groupe norvégien qui a vocation à fournir une technologie de capture de carbone. La société est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur de cette technologie. Donc, il propose donc le service et la technologie qui couvre l'ensemble du procédé de CCUS. CCUS qui signifie carbone capture. Bon, pas besoin de l'expliquer, je pense que c'est assez clair. C'est en gros un procédé qui a vocation à capter les émissions de CO2, notamment au niveau des cheminées des différentes industries avec lesquelles la société travaille. Le U pour utilisation, le S pour storage, donc utilisation quand c'est possible, hein, quand il est possible de réemployer le CO2 comme intrant dans l'industrie, et le S de storage qui se fait essentiellement dans des sites géologiques hermétiques, des aquifères salins, ou d'anciens sites pétroliers, comme on a eu l'occasion d'évoquer le concept lors de nos dernières webconférences sur l'hydrogène. Northern Light, qui est en Norvège un projet déjà bien avancé de stockage de CO2 en profondeur, et en partie mené par Aker Carbone. Donc la société, comme vous l'imaginez, est au service d'une série d'industries qui produisent des émissions de carbone, notamment donc les cimentiers, les énergéticiens bien évidemment, les aciéristes et ainsi de suite. C'est une société qui pèse 18 milliards € de capitalisation, pour un chiffre d'affaires de seulement 343 millions € aujourd'hui, attendu à 915 millions € en 2022. D'ici 2 ans, un chiffre d'affaires qui serait attendu en multiplication par 10 par rapport à son niveau actuel, rien que ça. Donc elle n'est pas bénéficiaire pour l'instant, mais elle semble un partenaire incontournable pour les acteurs comme Total et Equinor qu'on a évoqué précédemment. Aker Carbone, c'est une trentaine d'installations à ce jour, aux États-Unis, en Chine, en Australie, en Norvège. Ce pure player du CCUS a pour principal concurrent tout simplement les compagnies énergétiques pétrolières qui elles-mêmes misent sur cette technologie mais qui ont largement tendance à sous-traiter à ce stade leur activité de capture de carbone. Alors, pour mémoire, aujourd'hui, ils interviennent sur une captation de 40 millions de tonnes par an et je tenais juste à revenir sur le chiffre que nous avions évoqué en début de présentation. L'activité humaine est responsable de 34,1 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. C'est dire à quel point l'Agence internationale de l'énergie et la COP26 et toutes celles qui suivront devraient miser sur ces technologies, devraient en tout état de cause miser sur Aker Carbone. Je passe la main à Frédéric. Bon, c'est le moment de dresser peut-être donc un petit bilan et une conclusion sur la COP26, donc, qui, vous l'avez compris, constitue quand même un pas en avant indéniable et qui implique véritablement une intensification de l'action publique sur la décennie à venir, tandis que les gouvernements, et on peut dire donc les entreprises en particulier, les marchés émergents, les pays en développement, la Chine et l'Inde par exemple, font face quand même à une pression croissante pour mettre aujourd'hui en place des politiques fortes et prendre des mesures concrètes pour réduire leurs émissions. La COP26, elle ouvre quelques espoirs, c'est vrai, mais on se rend bien compte par rapport à ce qu'on vient de dire que le chemin, malheureusement, sera difficile à parcourir. On ne peut pas miser uniquement sur les énergies renouvelables, vous l'avez dit, en fait, pour le moment, en plus, ça pèse en fait un poids qui est encore extrêmement marginal, même si c'est amené à se développer. On ne peut pas se passer non plus des énergies fossiles du jour au lendemain, ce serait utopique de le penser, et ça ira aussi, et les compagnies pétrolières, dont Total, l'ont bien compris, par une diminution, mais qui sera effectivement, qui se fera dans le temps et progressive pour passer sur les énergies renouvelables. Il faudra nécessairement diminuer notre consommation énergétique.
Ça, c'est un peu le rôle de tout un chacun, de changer un petit peu peut-être effectivement notre consommation et notre mode de vie. Et ça, on l'a vu également, c'est un point qui paraît crucial pour arriver à l'objectif fixé par la COP 21. Et puis peut-être en dernier lieu, trouver des énergies alternatives et des solutions. Yacine a évoqué le CCUS tout à l'heure, mais pour les énergies alternatives, pourquoi pas l'énergie nucléaire par exemple. Voilà, c'était la fin de notre intervention. J'espère que ça a répondu en tout cas à vos questions, que ça vous a éclairé. Et si vous souhaitez vous poser des questions, alors effectivement. Plaisir. Merci messieurs. Alors première question, peut-être rentrer dans une petite précision à apporter sur Equinor sur sa place de cotation. Alors ça cote sur Oslo en fait. Voilà. On prend toujours sur le marché domestique, donc elle cote en NOK, comme à carte carbone, donc en couronne norvégienne. Simplement pour une histoire de volume, on veut traiter sur les marchés qui permettent le moins de choc sur les cours de cotation. Merci. Il y avait une remarque effectivement sur les énergies renouvelables et leur progressive, entre guillemets, remplacement des énergies fossiles. Et vous l'avez évoqué, disant que on ne pouvait pas dire que les énergies fossiles allaient disparaître et être complètement remplacées par les énergies renouvelables qui ont une complémentarité qui allaient se mettre en place. Je pense que vous aviez bien répondu. Peut-être une question éventuellement pour Lionel, mais sur essayer de comprendre les variations des prix entre le Brent et le gaz et le retard, entre guillemets, pour les cours d'Engie et les cours de Total Energy. Alors Total Energy, je pense que vous l'avez un petit peu évoqué, parce qu'il y a d'autres choses. Mais voilà, si vous aviez quelque chose à ajouter, éventuellement. Alors, je ne sais pas si Lionel veut répondre, mais en tout cas, Frédéric l'a déjà, je crois, un peu abordé on peut en reparler. En tout cas, pour Total Energy, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'était aussi une des raisons pour lesquelles on avait décidé de se repencher et d'intégrer, de repousser la valeur, outre le fait de tous les avantages qu'on vous a présentés, qui me paraissaient intéressants, elle a aujourd'hui une cotation en fait et une valeur en fait qui est extrêmement basse par rapport au secteur. Pour vous donner juste un ordre d'idée, Total sur le T2 a dépassé en fait ses résultats de pré-crise, donc sur janvier 2020, avec un baril de pétrole qui à l'époque valait un peu plus de $80. Aujourd'hui, là, avec la baisse qu'on a eue, on est en dessous des 70. Nous, on est sur un niveau quand même qui est à peu près comparable, voire même un tout petit peu supérieur à ce qu'on avait en pré-crise. Et à l'époque, si vous vous souvenez, Total était autour de 50 euros. Aujourd'hui, on est à 41 euros. Donc, il y a effectivement, pour nous, une anomalie qui nous paraissait intéressante à jouer en termes de rattrapage, outre le fait, effectivement, du retour actionnaire que l'on a évoqué aussi ensemble. Ok. Peut-être une question sur comment les biocarburants peuvent-ils être moins polluants en CO2? Bonne question. Si vous n'avez pas compris. C'est pas quelque chose en fait, c'est quelque chose qui est développé par plusieurs compagnies pétrolières, dont Total, on l'a vu, qui se penchent aussi sur les bioénergies. C'est des choses aussi qui sont développées par des sociétés. On avait vu jadis, pour les peut-être plus anciens, il y a 3 ans, une société, on avait présenté une société qui s'appelait Neste, qui était en fait un raffineur finlandais et qui est un spécialiste en fait effectivement des biocarburants et notamment du biodiesel. Après, effectivement, on voit que c'est pas la solution miracle. Et j'ai envie de vous dire que malheureusement, il n'y en a pas pour le moment. On a compris que en fait, la réduction vont simplement être faits par les facteurs. Je pense que les bioénergies en font partie, mais c'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres. Et de toute façon, on ne misera pas que sur un seul élément. Ça sera compliqué. Aucun acteur d'ailleurs énergétique le fait aujourd'hui. Merci. Alors, une question qui revient, ce qui est tout à fait logique, c'est notamment le quid du financement à venir, quid des notions ESG et donc du fait que les valeurs pétrolières sont un peu montrées du doigt et donc que les banques demain vont peut-être réduire un peu leur financement pour ces valeurs. Et donc quel impact cela pourrait-il avoir? Peut-être refaire un point sur la situation un peu plus large, pression médiatique, pression sociale sur ces énergies fossiles et dans la thématique ESG. Alors, le premier point, c'est, je pense que c'est un message qui a été largement entendu par les majors du secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz, parce que c'est elles qui sont dans l'œil du cyclone et qui sont les premières visées. Comme l'a évoqué Frédéric, si Total est en train de ralentir ses investissements dans le green business, considérant qu'on est dans une bulle et qu'il est attendu que les niveaux de prix redeviennent un peu plus acceptables,
Total est l'un des très rares acteurs au niveau mondial à avoir continué à investir de manière conséquente en 2020, alors que tout le monde coupait tous les budgets. Bien sûr, Total a coupé les budgets en 2020 face à l'impact Covid, mais n'a pas coupé pour un seul centime ses perspectives d'investissement et ce qu'il a mis en place au cours de l'année, parce que ça n'a pas été que des perspectives, ça a été transformé dans le développement durable. Donc, tout ça pour dire que les majors du secteur, et particulièrement européennes, sont très sensibles à cette transition énergétique et aujourd'hui n'hésitent pas à mettre le paquet pour en être les principaux acteurs. C'est d'ailleurs certainement ceux qui ont la force de frappe et de loin la plus importante pour fonctionner par croissance externe et donc stimuler la création de valeur autour de ces thématiques, se portant acquéreurs donc des pépites du moment. Donc je suis pas convaincu que les banques soient si réfractaires à participer et à la levée de fonds et au financement de ce type d'acquisition. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je vais en complément moi, de ce que disait Yacine apporter quelques précisions sur l'ESG donc, que tu évoquais, Cédric, dans ta question. L'ESG, en fait, c'est l'environnement, l'EE, mais il y a aussi l'aspect sociétal et il y a l'aspect gouvernance. Alors, c'est important parce que souvent, dans cette notion-là, on a tendance à prendre en compte que l'EE, en fait, de l'environnement. C'est sûr que les sociétés énergétiques sont pas les mieux positionnées. Et de fait, effectivement, nous, dans notre secteur, on va retrouver aussi les minières qui sont encore moins positionnées, moins bien positionnées, puisque souvent, effectivement, émetteurs de beaucoup de gaz à effet de serre. En revanche, sur l'aspect S et sur l'aspect G, là, il y a eu beaucoup d'efforts de faire. Déjà sur l'aspect E, déjà également, Yacine vient de l'évoquer, mais sur l'aspect sociétal et de gouvernance également. Et Total, j'en profite, parce que ce sera un sujet dont on parlera peut-être de manière un peu plus importante d'ici quelques temps, mais je pense assez rapidement. Vous voyez, Total, en fait, est noté, alors dans notre notation interne de 7 trèfles, c'est sur une échelle, en fait, aujourd'hui de 0 à 10. Donc, vous voyez qu'en fait, sur l'aspect ESG, ça reste un bon acteur, parce qu'effectivement, ils font beaucoup d'efforts sur l'environnement, mais aussi sur le sociétal et sur la gouvernance. Donc, de ce fait, effectivement, on n'a pas beaucoup à craindre, en fait, de couper les financements, ou qu'il y ait moins, en fait, de capitaux qui se dirigent aujourd'hui vers Total. Les fonds, en fait, dit les fonds ESG ou éventuellement sur les thématiques ISR, vont en général, effectivement, intégrer. Alors, nous, cette comptabilité, cette thématique de trèfle que l'on a, c'est un process qui est interne. Donc, on va le retrouver, en fait, dans la plupart des sociétés. Et aujourd'hui, globalement, Total est un acteur qui s'en sort bien. Et qui dort un petit peu moins bien parce que pour le moment, elle est un peu plus au départ, elle est peut-être un peu plus en amont, on les développe et travaille beaucoup sur ce sujet-là, notamment à travers les émissions de gaz à effet de serre, on l'a vu tout à l'heure. Car Carbone, c'est une société qui est trop petite pour le moment, donc qui n'est pas encore mis dans notre scope sur ces niveaux-là. Mais en tout cas, ces sociétés-là ont bien pris le pli, effectivement, et on peut parier que pour le coup, c'est pas qu'un effet de mode et qu'il y aura effectivement, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durabilité. Bon, bah, tu as anticipé les questions, Frédéric, parce que j'avais effectivement des questions sur les valeurs et les critères ES et G, bien les expliquer, donc c'est parfait. Et peut-être une remarque, alors je crois que j'ai la réponse, mais pourquoi il y a 0 trèfle sur Aker Carbone? Alors je crois pas qu'il y ait 0 trèfle, en fait, on a peut-être dû le préciser, c'est que la valeur n'est pas encore notée. Non, voilà. Elle est trop petite en fait aussi, c'est vrai quoi. Donc elle est pour le moment, effectivement, elle n'a pas de notation, puisque tout à l'heure, Yacine vous avez dit, elle fait 18 milliards de NOK de capitalisation boursière, donc ça fait à peine 2 milliards d'euros. Donc c'est pour le moment, elle n'est pas dans le scope, effectivement. Voilà. Alors, j'ai une question sur une autre valeur. Alors, avant de citer le nom de la valeur, je vais juste repréciser que les valeurs qui sont choisies sont toujours choisies en relative à leur secteur, relative à leur indice et en performance aussi absolue. Donc, ce qui peut expliquer que certaines valeurs, donc c'est Ruby sur lequel nous sommes interrogés, vous êtes interrogés, n'est peut-être pas dans le scope. Donc, je ne sais pas si vous la suivez, si vous l'avez regardé. On l'a suivi pendant un certain nombre d'années avec beaucoup de persévérance. On a observé que Ruby était boudé par le marché, on a observé que le désengagement des États-Unis en Iran leur a coûté en termes d'image, bien eu égard au fait qu'ils avaient un investissement dans le bitumier dans cette zone géographique, ils ont réussi à s'en retirer avec beaucoup de brio, sans perdre d'argent. Ils se sont repositionnés au Kenya. Encore une fois, de manière très intelligente, avec des marges de plus de 10% à l'époque dans la distribution d'essence. Ils ont d'ailleurs remis au pot depuis lors. Ils ont subi également des rumeurs selon lesquelles ils auraient travaillé avec l'État islamique, ce
sortir, bien évidemment, aurait pu être extrêmement préjudiciable. Le marché, à chaque fois, a sanctionné sur les événements que je viens de citer, n'a jamais salué le fait que Ruby ait une capacité à se sortir de tous de ces rumeurs, parce que ce n'était que des rumeurs, ou bien de ces difficultés, je pense notamment donc à leur bitumie en Iran. Donc on constate le désamour du marché pour Ruby, on ne se l'explique pas toujours. Le PDG d'ailleurs a indiqué à plusieurs occasions que Ruby était sous-coté, c'est très certainement vrai. Notre approche momentum, cela étant dit, nous impose de nous tenir à l'écart d'une Ruby. Et les derniers mois de cotation de la valeur, et même les dernières années de cotation de la valeur nous montrent qu'on doit se tenir à l'écart de Ruby. Quelqu'un qui aurait une approche très contrariante, effectivement, peut justifier son intérêt pour Ruby de par l'écart qu'on devrait pouvoir trouver dans un modèle de valorisation entre la valeur comptable ou la valeur en termes de projection de Ruby et sa cotation en bourse. Mais encore une fois, par une approche momentum, et là, pour le coup, pour Ruby, elle est tout à fait justifiée. On n'exclut pas, d'ailleurs, dans le cas d'une amélioration de l'environnement pour Ruby et d'un retour de l'intérêt des investisseurs pour cette belle société, parce que c'est une belle société, de se repencher sérieusement sur le sujet. On a pas mal d'historique sur Ruby. On a suivi cette valeur pendant un long moment avec Frédéric d'ailleurs, mais on est convaincu aujourd'hui que le marché a un vrai désamour pour cette société et on ne souhaite pas surfer sur ce désamour, pas pour le moment en tous les cas. Merci Yacine. Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a vraiment la question du momentum et du modèle qui fait qu'aujourd'hui c'est pas une valeur que on va forcément mettre en avant. Alors une question, mais alors c'est plus une remarque et alors je vais répondre, mais sur la stabilité ou volatilité de la monnaie norvégienne. Alors en fait on fait vraiment du stock picking, hein, donc que ce soit quand on est en dollars, quand on est dans des devises même européennes autres que l'euro, on va pas forcément avoir de pari sur la devise. Donc effectivement il peut y avoir des soubresauts liés à un compte en devise. Mais pour l'instant, c'est vraiment Aker, Carbone ou Equinor qui sont mentionnés d'un point de vue fondamental, d'un point de vue sélection de valeur, et pas la devise. Monsieur, je n'ai plus de questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Merci à tous pour vos questions et votre écoute. Voilà, et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Très bonne fête à vous. Très bonne fête à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir.